Enzo, il fallait lui donner le biberon sans le toucher. La première fois qu'on a donné une poupée à Enzo, Enzo l'a pris, il a tapé sur le mur jusqu'à ce que le bébé arrête de pleurer. Enchantée, moi c'est Charlotte, j'ai 32 ans, je suis la grande sœur de 5 petits frères et sœurs, dont Enzo qui est autiste sévère, avec une déficience intellectuelle associée, sévère aussi tant qu'à faire. Alors l'autisme c'est un trouble du neurodéveloppement, on est autiste, on ne devient pas autiste, contrairement à ce que j'ai tendance à lire des fois sur internet. Il va y avoir deux grosses familles, les autistes avec déficience intellectuelle associés et les autistes sans déficience. Moi, je parle que de ce que je connais personnellement avec Enzo, donc c'est l'autisme avec déficience et après, il va y avoir différents degrés. Ils adorent changer les noms en permanence, mais à l'époque où Enzo était petit, on disait autiste sévère, léger, moyen. C'était des mots que tout le monde comprenait et que je continue à utiliser. Donc Enzo est autiste sévère, ça veut dire que ça a un impact sur absolument tous les aspects de sa vie. Et qu'en dehors de son handicap, je ne sais pas qui est mon frère. Enzo, il a un QI inférieur à 50. De mémoire, tu as 40 à 60% du spectre qui va avoir une déficience plus ou moins sévère. La déficience d'Enzo, elle est vraiment importante. Il est bloqué à 2 ans et 8 mois, c'est vraiment un âge très bas. Enzo, la déficience sévère à ce stade-là, c'est aussi rare que des autistes qui vont avoir un très haut potentiel, qu'on appelait des Asperger avant, mais ils n'arrêtent pas de changer les mots, il paraît qu'il ne faut plus le dire. Le jour où Enzo il est né, c'est quand même le 4e enfant de nos parents, donc rien à voir avec l'instinct maternel. Elle a vu des choses concrètes très différentes chez lui le jour où il est né. Maintenant, on est en France, il y a 23 ans, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas prise au sérieux, on lui a dit que c'était elle le problème, baby blues, un peu déprimé, ça va passer, il se développe à son rythme. Qu'est-ce que vous avez fait à votre enfant pour qu'il soit comme ça? Voilà, et on a fini par avoir un diagnostic, il avait 5 ans et en passant dans le privé, donc 100% à la charge des parents, évidemment. Le jour où il est né et qu'il est rentré à la maison, c'était quand même mon 3e frère, donc j'avais déjà aussi vu des choses différentes avant. Donc on a tout de suite vu qu'il y avait un souci. Maman, elle nous a tout de suite dit qu'Enzo, il avait un problème, qu'on allait essayer de trouver ce qu'il avait pour l'aider, mais qu'elle pensait pas qu'on pourrait le guérir. Donc on a toujours grandi en sachant qu'il y avait un problème et de toute façon, c'était flagrant. Enzo, il fallait lui donner le biberon sans le toucher, là où Stan, j'adorais le bercer et lui donner son biberon. Il regardait pas, il s'est pas assis, il a pas rigolé, il a pas babillé, il regardait pas dans les yeux. Il y a eu un retard sur tout, il a marché, il avait 2 ans, il a dit son premier mot, il en avait 8. Enfin, c'était flagrant, nous, à la maison, qu'il y avait un souci, c'est juste qu'on n'avait pas de mots à mettre. Et si on n'a pas un mot à mettre, c'est dur de trouver des méthodes à mettre en place pour pouvoir l'aider, en fait. Et nous aider aussi. Après Enzo, il y a eu des jumeaux, donc double problème. On a dû mettre en place un énorme travail sur l'acceptation du bruit, des pleurs des bébés, sur la délicatesse. La première fois qu'on a donné une poupée à Enzo, Enzo l'a pris, il a tapé sur le mur jusqu'à ce que le bébé arrête de pleurer. Donc un vrai gros travail de sensibilisation sur ça. Pour les jumeaux, l'avantage entre guillemets, c'est que contrairement à nous, ils sont nés avec un frère handicapé. Il n'y a pas eu de avant-après, là où Enzo, il a pulvérisé l'existence qu'on a connue nous, et on a dû en réinventer une nouvelle. Eux, ils sont nés dedans. Ils sont nés avec un Enzo qui était quand même déjà vachement stabilisé par rapport à celui que j'ai connu. Donc ça a des avantages et des inconvénients pour eux. Ils ont toujours connu un grand frère qui finalement très vite est devenu leur petit frère. Ils ont un regard sur le handicap qui est totalement naturel. Ils ont toujours connu ça en fait. Il y a 23 ans, on parlait pas du tout d'autisme, c'est pas comme aujourd'hui. Donc on a toujours un retard abyssal, mais les gens ont un minimum de sensibilisation. Donc elle est tombée sur un article qui parlait de l'autisme. Ça décrivait parfaitement ce qu'on vivait avec Enzo. Les crises, les retards, la violence, les hurlements en continu, les troubles du sommeil, le refus de s'alimenter, enfin voilà. Donc elle s'est renseignée, elle a trouvé un cabinet privé, elle a été à un rendez-vous et le diagnostic il est tombé tout de suite. Contrairement à beaucoup de familles, nous on n'a pas eu de problème d'acceptation, de déni, voilà, nous ça faisait 5 ans qu'on attendait des réponses. Donc elle s'est formée dans d'autres pays, elle s'est renseignée, elle a monté une structure pour ouvrir une école privée qui est derrière devenue un IME. Donc financé par l'État, mais ce n'était pas du tout le cas les premières années. Un IME, c'est un institut médico-éducatif, c'est ce qui va remplacer une école pour ceux qui ne sont pas scolarisables, parce que l'inclusion à tout prix, c'est chouette, mais c'est une utopie qui n'est pas réalisable. L'école classique, elle n'est pas adaptée à tous et c'est pas grave, mais par contre le problème c'est qu'ils n'aient pas tous une place quelque part. Donc on s'est beaucoup renseigné sur l'autisme, on a essayé beaucoup de méthodes, à savoir qu'il n'y a pas une méthode universelle, sinon ça serait plus facile pour tout le monde. Ce que je trouve dommage en France, c'est que les gens ils vont se taper dessus pour dire que telle méthode est mieux qu'une autre, que celle-là elle n'est pas bien, alors qu'en fait
Il faut choisir quelque chose qui va être en adéquation avec ce que vous voulez, avec le fonctionnement de la famille et avec ce qui va marcher avec l'enfant. Donc déjà, c'est bien qu'il y ait un panel de choix. On a essayé le Teach, on n'a pas du tout apprécié. En gros, c'est adapter l'environnement de l'enfant à l'enfant pour qu'il se sente bien. Donc c'est créer une bulle et c'est très très enfermant pour la famille et pour l'enfant, même si c'est sécurisant. Nous, on a plutôt préféré l'approche de l'ABA. C'est comparé à du conditionnement et dans le fond, je comprends parfaitement, c'est le cas. Mais d'un autre côté, Enzo, il n'avait pas des comportements humains avant qu'on commence l'ABA. Donc ça a eu des effets hyper bénéfiques sur lui. Le PEX, pour lui apprendre à parler, donc on l'utilise avec des enfants autistes ou des enfants qui sont muets par exemple. On communique par des images et les pictogrammes. Ça a été vraiment salvateur, même si c'est très très handicapant pour le reste de la famille. Toute ta vie dépend d'une suite de petites images au quart d'heure près de ce qu'il va faire avec qui, quand, comment. Donc ça l'a vachement stabilisé et à l'adolescence à peu près, on a commencé à éteindre petit à petit cette méthode pour retrouver une vie à peu près normale et beaucoup plus libre. Parce que ça veut dire que s'il y a le moindre imprévu par rapport aux pictogrammes qui ont été mis en place, les conséquences, elles sont pas sympas. Alors en gros, nous, ce qu'on a choisi de mettre en place avec Enzo, c'est pas nous qui allons adapter l'intégralité de notre vie à lui. Je pense pas que l'intégralité de la société doit s'adapter à chaque handicap. C'est pas possible. Quelqu'un qui va être très grand et quelqu'un qui va être nain, la société, elle s'adapte à qui? Donc l'inclusion à tout prix, elle est pas possible parce qu'en fait, les pathologies, elles vont être contradictoires. Donc nous, on estime qu'Enzo, il doit s'adapter. Et nous, on s'adapte aussi à lui. En gros, on construit un pont entre lui et nous et on se rejoint au milieu pour que ça soit vivable pour nous, pour que ça soit vivable pour lui dans la société, parce que notre but, c'est pas de l'emprisonner à la maison entre quatre murs ou dans un centre. Donc, c'est de trouver un équilibre entre ce qui est nécessaire de travailler. Par exemple, l'acceptation du bruit, du monde, du toucher, c'est des non négociables pour nous parce que c'est ça la vie. Et par contre, il y a d'autres moments où avoir un rythme de vie cadré, réglé, la même chose, dans le même ordre, le même jour, c'est des choses qui sont aussi essentielles au bien-être d'Enzo. Donc, nos matinées, elles sont souvent rythmées par ça pour avoir plus de liberté l'après-midi et où lui, il doit s'adapter. C'est un équilibre, mais c'est comme les relations dans la vie tout le temps, avec tout le monde en fait. Alors il y a énormément d'idées reçues sur l'autisme. En général, les gens ils pensent qu'un autiste, soit c'est un super génie qui est capable de vous dessiner une ville qu'il a vue en hélicoptère 10 secondes, soit c'est un débile mental enfermé en hôpital psychiatrique qui se tape dessus et qui fait ses besoins sur lui. L'autisme, c'est un trouble, on dit les troubles du spectre autistique, parce que ça englobe un panel de personnes qui est juste énorme. Je pense que ce qui va faire le plus souffrir les autistes beaucoup moins déficients qu'Enzo, c'est le « oh mais non, mais t'es pas autiste, t'as pas l'air autiste ». Le concept d'un handicap invisible, c'est que ça ne se voit pas. Donc peut-être que si les gens apprenaient juste à être un peu plus à l'écoute de ce que leur environnement leur dit, ça serait déjà mieux. Il n'y a pas une manière d'aider un autiste particulière parce que il y en a la compression, donc un câlin, les serrer en force, ça va les soulager. Il y en a d'autres, ça va les mettre en crise. Donc il n'y a pas une bonne méthode, c'est juste être à l'écoute de l'autiste s'il est en capacité d'exprimer ses besoins ou des aidants qui l'entourent. Je sais qu'il y a plein de mots, les aidants, enfin voilà, je comprends très bien que c'est hyper important de les utiliser pour nous donner une visibilité. Maintenant, c'est pas des mots que j'aime spécialement, je suis sa sœur et puis c'est tout. On a des moments extrêmement durs avec lui sur les temps d'apprentissage, hein. Il y a pas d'autres mots. Les résultats qu'on a, c'est parce qu'on passe par des moments hyper difficiles. On le met en difficulté, on le met en souffrance, on le met parfois en crise et on le sait très bien. Ça, c'était surtout valable avant, maintenant plus du tout. Pour arriver au résultat qu'on veut, en fait, j'ai souvent cette comparaison de quelqu'un qui est très très sportif. Au démarrage, il a eu des courbatures, il a eu mal, il a dû continuer, mettre une discipline pour avoir les résultats qu'il a maintenant. Avec Enzo, c'est exactement la même chose. On ne peut pas ne rien faire et espérer avoir les résultats de la personne d'à côté qui va à la salle 5 fois par semaine. Les moments de complicité, c'est après les phases d'apprentissage, quand il a fini la tâche qu'il doit faire, quand il a fini d'apprendre ce qu'il doit faire. En moyenne, c'est 2 ans pour qu'il arrive à faire quelque chose en autonomie, en le pratiquant tous les jours. À côté de ça, on va rigoler, on lui apprend le second degré, je le charrie autant que mes autres frères, je l'appelle le gueux, on rigole dans la piscine, on va en balade, on va préparer son gâteau préféré, enfin voilà, des moments de la vie toutes simples en fait. Je pense que si l'État il veut nous aider, la première chose à faire, c'est alléger notre charge administrative. Une place en IME, par exemple, c'est en fonction de l'arrondissement dans lequel tu vis. Et il y a en moyenne 8 ans d'attente pour une place en IME à l'heure actuelle en France. Quand Enzo était mineur, tous les 2 ans, on devait prouver qu'il est toujours autiste. Il est né autiste, il va mourir autiste. Une maman de trisomique, c'est pareil. Tous les 2 ans, il faut refaire le dossier de la MDPH. C'est une perte de ressources énorme pour l'État. C'est des gens qui sont payés à revalider des dossiers alors qu'ils sont handicapés à vie, en fait. Déjà, si administrativement, on a déjà assez à gérer avec notre proche handicapé,
pour pas en plus avoir à gérer la paperasse ou les dossiers d'MDPH. Franchement, on n'est pas loin d'une bible, quoi. Enzo, il vit avec nos parents, du coup 8 mois par an, et 4 mois par an, il vit avec moi pour soulager mes parents, que les jumeaux aient une vie normale. Voilà, les parents sont en vacances de lui, et moi, quand je suis pas là, je suis en vacances de lui. Et lui, il a très bien compris cette notion, parce que quand il s'en va, il regarde maman et il lui dit « Je suis en vacances de toi !» Alors Enzo, on a toujours refusé la médication avec lui, même si beaucoup de médecins veulent mettre des neuroleptiques en place parce que c'est plus facile. Il a une énergie hors du commun, ça c'est une certitude, qu'on va consommer avec le sport en fait, qu'on va consommer avec les apprentissages de motricité fine qui lui demandent un effort énorme. Pour qu'il puisse manipuler une pince à linge et la mettre sur un fil, on a travaillé pendant 1 an et demi, tous les jours. Maintenant, encore une fois, on va reprendre l'exemple du sportif. Il y a des phases où tu as mal pour avoir tes résultats. Si tu veux pas passer par ces phases où tu as mal, tu n'as pas de résultats. Là, c'est pareil. Donc voilà, il a très peu de connexions neuronales. On a toujours choisi, même si c'est plus difficile à vivre au quotidien, de les préserver au détriment de neuroleptiques qui vont avoir peut-être un effet calmant et faciliter la vie à l'instant T, mais qui ont un impact sur le métabolisme à long terme, sur sa capacité de concentration qui est déjà très limitée, on va pas se mentir, etc., etc. Après, je ne juge pas les gens qui mettent leurs enfants sous neuroleptiques, c'est chacun ses choix, mais nous, c'est un choix qu'on a toujours refusé. Grâce au travail que nos parents ont mis en place, Enzo s'adapte très bien. En gros, à l'heure actuelle, Enzo, il est dépendant soit d'une routine qu'il peut faire avec n'importe qui tant que la personne respecte l'ordre des choses à faire. Donc ça, c'est une grosse victoire déjà dans l'autisme s'il y a des gens qui sont concernés. Soit il est dépendant d'une personne de confiance, mais là, c'est vraiment, on n'est pas nombreux. Et le matin même, je vais lui dire ce qu'on va faire dans la journée. Et tant que je reste dans son champ de vision, ça se passe très bien. Et on va faire plein de trucs différents. Donc l'essentiel, c'est de le dépenser. Donc on va faire minimum 20 bornes dans la journée. Mais on va vivre plein d'expériences. Enzo, il est intégré dans ma vie professionnelle. Je suis créatrice de contenu avec lui. Il est intégré dans ma vie amicale. J'ai aucune personne dans ma vie qui accepte pas Enzo. Quand il vient, des fois, j'ai pas de bol, je tombe malade. J'ai toujours un pote ou une copine qui va l'emmener marcher. Mon conjoint, il sait très bien depuis le début qu'Enzo, il sera avec nous à terme. Donc, il est intégré dans tous mes aspects de vie. Je vis déjà 4-5 mois par an avec mes parents et avec lui, et 4 mois, lui, chez moi. Donc, la moitié de l'année, ma vie, elle est déjà liée à la sienne. Et je suis toujours à l'écoute quand il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans ma vie, Enzo, il est abordé tout de suite. Il n'y a pas de bon moment pour dire qu'on a un frère handicapé. Donc, c'est comme pour quand on a vécu un traumatisme ou autre, c'est quelque chose que je dis tout de suite. J'ai pas de honte, pas de problème. Et je suis à l'écoute de la personne. Je dis tout de suite, il n'y a pas de questions débiles. Pose tes questions, je suis là pour y répondre. C'est chiant, c'est fatigant, faut répéter la même chose. D'un autre côté, c'est ce que je passe mon temps à faire sur TikTok, donc je commence à avoir l'habitude. Et j'écoute l'autre, j'écoute ses peurs, j'écoute ses idées reçues qui sont souvent les mêmes que tout le monde et qui sont tellement débiles. Mais au moins, on apprend. Et la rencontre, elle se passe très bien. Et la personne, je dis, tu traites Enzo comme tu traiterais n'importe qui. On lui parle comme un adulte. Par contre, il faut le surveiller comme un enfant. C'est la notion d'équilibre des fois qui est dure à trouver. Être la grande sœur déjà d'une fratrie, ça apprend la patience, d'être débrouillard, ça rend beaucoup plus autonome, on apprend à être beaucoup moins égoïste, à prendre soin des autres. Quand on est la sœur d'un enfant handicapé, ça c'est encore plus décuplé. Maintenant, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où la communication, elle était libre. Donc, on avait parfaitement le droit de dire qu'on en avait marre d'Enzo. On avait parfaitement le droit d'être en colère, d'être énervé, de dire de temps en temps, quand on était enfant ou ado, je le déteste. Enzo, il a vraiment détruit la vie qu'on avait avant qu'il arrive, en fait. Nos parents, ils ont ouvert leur commerce un jour de plus, donc on n'a plus de jours de repos avec nos deux parents en même temps. Ils ont beaucoup plus travaillé. Le budget de la maison, il a été dédié à Enzo. Enfin, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de frustration. Et je pense que si on l'a tous plutôt bien vécu, c'est parce qu'il y avait une liberté de parole. Et ils ont toujours fait attention à avoir des temps où la nounou, elle partait avec Enzo et où nous, on pouvait redevenir une famille normale le temps d'une soirée, d'un samedi après-midi. Donc voilà, c'est hyper difficile parce que je pense qu'en tant que parents, ils étaient déjà bien sous l'eau entre leur travail et Enzo. Et ils ont quand même fait attention à ce que le reste de la fratrie, évidemment, Enzo a eu beaucoup plus que nous, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de moyens, mais il en avait besoin et eux, ils nous l'ont expliqué. Je pense que ce que je pourrais dire à n'importe quel frère et sœur, tout handicap ou maladie confondu, c'est de communiquer. On a le droit d'exister aussi, on a le droit de se sentir pas bien, d'être en colère, d'être de bonne humeur, d'être de mauvaise humeur. D'un jour adorer notre frère et le lendemain le détester. C'est généralement socialement pas accepté, c'est généralement pas difficile pour nos parents.
Mais avoir un espace de parole sécuritaire, c'est important. Et dire aux parents, genre, moi, de temps en temps, même si c'est 1 heure dans le mois, j'ai aussi besoin d'un temps qu'avec vous, sans lui. Vous avez le droit. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que Enzo, il a clairement pas assez d'aide pour subvenir à la moitié de ce que nos parents ont mis en place avec lui. Mais nous, on n'a rien du tout. Il n'y a pas d'aide psychologique, sauf si vos parents y payent des séances de psy en plus. On a le droit à rien. La différence d'aujourd'hui par rapport à il y a 23 ans, c'est qu'il y a Internet. Pour ceux qui me disent, oui, les parents, ils peuvent pas, voilà. J'ai fait une demande à ChatGPT gratuit. Il m'a sorti 10 méthodes. Sur les 10, il y en a 8 qu'on a mis en place. Nous, à l'époque, ma mère, elle a dû faire traduire les études américaines en français. Donc aujourd'hui, les familles qui ont envie de se donner les moyens d'eux, qui réfléchissent long terme, parce que souvent c'est ça, on est tellement sous l'eau qu'on n'y pense pas, elles ont beaucoup plus de moyens gratuitement que ce que nous, on a eu à l'époque où Enzo était enfant. Enzo, c'est une somme de tellement de micro-petites victoires qui sont rien pour les gens normaux, que nous, c'est ça notre quotidien, et en fait, on célèbre... C'est ce qui nous permet de toujours être joyeux, on en rigole, on rigole avec lui. Des fois, les gens ils pensent qu'on se moque de lui, mais non, c'est une manière de vivre plus légèrement son handicap et de l'intégrer aussi avec nous, parce qu'il rigole aussi. Donc, j'ai pas un souvenir marquant, un événement marquant, c'est des sommes de milliers de petits, en fait. Je pense que ma meilleure expérience négative, on était au restaurant avec Mathias, mon conjoint, qui m'aide beaucoup avec Enzo, surtout quand il vit avec nous. Donc j'accompagne Enzo aux toilettes. En gros, il est autonome, mais il faut le surveiller, sinon il va vider le papier toilette, il va oublier de s'essuyer, il va tirer la chasse d'eau 50 fois. Donc il est autonome, on va dire à 90% aux toilettes. On ne peut pas le laisser tout seul. Je l'accompagne. Comme dans beaucoup d'endroits, le toilette est beaucoup trop petit pour que je rentre avec lui. Donc je laisse mon pied dans la porte pour pas qu'il s'enferme dans le toilette et qu'il n'arrive plus à ouvrir la porte. Ça m'est arrivé une fois. Ça, c'est méga angoisse. Et là, il y a quelqu'un qui me tapote sur l'épaule. Je me retourne, je dis oui. C'est vous qui faites des vidéos TikTok? Je dis oui. Il y a quand même des moments dans la vie où on peut embêter les autres. Mais bon, voilà. Et elle me dit, c'est bien ce qui me semblait. D'accord. Je me retourne pour m'occuper d'Enzo. Elle me dit, je vous suivais au passé. Elle me dit, ça c'était avant de me rendre compte que vous êtes validiste et psychophobe. D'accord. Puis j'ai recommencé à m'occuper d'Enzo. Enfin, à quel moment les gens, ils peuvent être tellement haineux? Déjà, à travers un écran, c'est facile. Mais dans la vraie vie, alors que tu vois que je suis en train de m'occuper de quelqu'un, allez vous faire soigner. Le regard des gens m'a fait souffrir pendant 20 ans, 25, on va pas se mentir. Les gens m'ont fait énormément souffrir, les commentaires dans les parcs, les remarques, les insultes, le harcèlement à l'école. Maintenant, j'en ai tellement rien à foutre. Mais alors vraiment, je m'en fous, royalement. Et s'ils sont pas contents, parce que alors, dès que tu sors la carte handicapée pour passer devant les gens, ils deviennent pépitas, tous. Oui, moi j'attends comme tout le monde, je pourrais prendre ma carte. Mais sors ta carte. Ils font des remarques même aux gens en fauteuil roulant, vous êtes en fauteuil, vous pouvez attendre. Ou juste, je m'en fous. Vous êtes des merdes. Vraiment, j'ai zéro respect pour vous maintenant, en fait, donc vous m'atteignez même plus, en fait. Si on laisse le regard des autres nous impacter, ça pourrit une vie entière. Donc laissez-vous pourrir quelques années et avancez. Vous valez tellement mieux qu'eux, en fait. Des fois, ils me parlent comme si on se connaissait. C'est très perturbant parce que j'ai fait 15 ans de restauration, donc au début, je croyais que c'est des clients que je ne reconnaissais pas. C'est hyper gentil, c'est génial ce que vous faites, ça m'a aidé, ça permet de sensibiliser. Des fois, on me dit que je suis plus jolie en vrai que sur Internet. Je ne sais pas trop comment prendre ce compliment. Voilà. Et ça arrive beaucoup plus qu'ils viennent nous voir quand il y a Enzo, parce que je pense qu'il y a une forme de curiosité d'avoir une interaction en direct avec lui. Ne plus avoir de crise au quotidien. Ceux qui vont m'écouter, je pense qu'il y en a, ils vont même pas me croire en fait. Maintenant, on est arrivé à ce résultat-là parce que pendant 10 ans, on a mis volontairement Enzo dans des situations qui ont provoqué des crises pour justement lui apprendre à les accepter, avoir une augmentation des crises avant d'avoir une diminution et une disparition. Il y en a qui disent que c'est de la maltraitance et je peux le concevoir. C'est beaucoup plus facile de choisir à éviter les crises à tout prix. Ça, c'est une certitude. Maintenant, plus tu les évites, plus elles deviennent violentes au moindre petit problème, au moindre bruit, au moindre imprévu. Et je sais pas votre vie, mais nous, la nôtre, elle est pleine d'imprévus. Des fois, quand on dit ce qu'on a mis en place ou que c'est comme ça, il y a plein de gens qui cherchent des solutions à un problème qu'on n'a pas. On a essayé, Enzo, il ne pourra jamais être 100% autonome dans la salle de bain ou dans les toilettes parce qu'il adore jouer avec l'eau. La satisfaction et le plaisir qu'il en ressort, même si derrière il se fait punir, est trop important. C'est comme un enfant bas âge, si tu laisses le paquet de bonbons sur la table et que tu lui dis de ne pas y toucher, il n'a pas la capacité de ne pas le faire.
Le plaisir immédiat est trop important. Enzo, les intervenants qu'il avait dans le privé, ma mère assistait à l'intégralité des séances pour apprendre et reproduire à la maison. Donc Enzo n'était pas tout seul. À l'IME, donc ils étaient en 1 pour 1, mais dans des grandes classes, il n'était pas tout seul. Il vit à temps plein avec nous, donc je pense qu'en cas d'agression ou de choses comme ça, le comportement il va changer, on va voir, il y a des signaux d'alerte en fait. Alors Enzo, il voyage depuis qu'il est tout petit. En fait, il y a énormément d'apprentissage qu'on a mis en place avec lui quand il était vraiment petit, donc c'était facile à prendre avec des grosses pincettes. Mais en fait, il est plus petit, donc plus facile à contenir, plus facile à maintenir en cas de crise. Donc il y a énormément de choses qui se mettent en place beaucoup plus facilement chez un autiste avant ses 6-7 ans. Ça reste possible après, par contre, va sortir les pagaies. Et sur un adulte, ce qui va être le plus dur, c'est contenir les crises violentes, en fait, parce que ils ont la force et la taille d'un adulte. Donc, il prend l'avion depuis qu'il est né. Ça a été hyper dur et maintenant, c'est un renforçateur. Il adore prendre l'avion. Il réclame à prendre l'avion, genre comme si on allait prendre le métro. Et après, l'avantage, c'est qu'on a toujours été dans le même pays, au même endroit, dans la même location. Donc en gros, ça devenait une routine, ce changement. Et après, on avait une nounou qui prenait Enzo de temps en temps en vacances chez elle pour que nous, on ait des temps de repos. Donc ce qui nous a permis de vraiment, en fait, le changement devient aussi une routine. Et à l'heure actuelle, on peut partir comme on veut, où on veut. On a codé des mots avec Enzo. Le mot vacances, ça veut dire qu'on part de la maison. Donc en fait, c'est des mots qui vont avoir un sens beaucoup plus important chez lui que chez nous. On a codé le mot travail. S'il me dit on appelle maman, je lui dis maman elle est au travail, il sait que c'est mort, on n'en parle plus. On codifiait des mots pour le sécuriser, c'était vraiment hyper important. Et on a codé des mots de changement. Et là, avec Mathias en novembre, on a emmené Enzo 10 jours en Tunisie, ça s'est hyper bien passé. Je pense que la plus belle qualité d'Enzo, c'est sa franchise. Sa lumière, sa sincérité, il ne sait pas faire semblant. Il y a quelque chose de touchant chez lui et c'est quelque chose qui m'a aidée quand j'allais pas bien, à l'époque du harcèlement scolaire, quand je suis revenue chez mes parents. C'est cette sincérité qui dégage tout le temps en fait. Il est lui et il n'a pas conscience de son handicap, il n'a pas conscience du regard des autres, il n'a pas conscience de la méchanceté des autres. Il ne peut pas la comprendre, vous pouvez vous mettre en face de lui, vous moquer de lui. Si vous avez un sourire, il va sourire et il va rigoler en fait. Et ça, c'est quelque chose de très très pur. Mais ça, c'est sa plus grande qualité parce que du coup, lui, il en souffre jamais et ça nous aide à pas se laisser impacter par la noirceur de ceux qui vont mal en fait. Parce que je pense que quand on est un harceleur, c'est qu'on va pas très bien non plus. Pendant le Covid, je me suis séparée d'un pervers narcissique. Je suis rentrée chez mes parents avec des dettes et l'intégralité de ma vie qui est rentrée dans un bagage cabine. Voilà. Dans un état émotionnel, plus que problématique. Je me suis beaucoup occupée d'Enzo, ça m'a aidée à aller mieux, parce que à côté de lui, fatalement, il n'y a pas grand-chose qui a plus de poids finalement que la gravité de son handicap. Et j'étais dans la restauration avant, donc tout était toujours fermé. Et là, ma mère, elle m'a dit, tu devrais te lancer sur les réseaux, ça marche hyper bien, je te vois bien faire ça. Donc j'ai commencé un compte cuisine. À la base, c'était la cuisine avec Charlotte. Au bout de quelques mois, elle m'a dit, tu cuisines avec ton frère. Et en fait, les handicapés adultes de son niveau, on les voit jamais sur les réseaux. Mais vraiment jamais. Donc on a commencé la cuisine avec Enzo. Et petit à petit, je me suis sentie un peu trop étriquée dans la cuisine. Donc j'ai élargi mon contenu. Et c'est devenu Enzo et Charlotte. Et on parle de la vie. Et la vie, ça inclut Enzo. Sur ma chaîne YouTube, j'ai galéré pendant 1 an. Je me suis vraiment donnée à fond et ça n'a pas marché. J'ai pas du tout été rentable. Donc pour le moment, je publie plus. Mais j'espère pouvoir y retourner parce que ça permet des formats plus longs. Donc ça va être des temps d'interview de gens qui s'occupent d'Enzo, parce qu'on a des bénévoles à la maison. Ça va être des temps d'apprentissage avec Enzo, avec une explication de comment on en est arrivé au résultat que les gens voient. Parce que des fois, j'ai des messages de famille, genre moi, mon fils, il est autiste sévère, il fait pas la moitié de ce que fait Enzo, tu mens sur son diagnostic. Non, maintenant, est-ce que tu as mis en place le quart de la moitié de ce que nous, on a fait? Je juge pas les autres. Par contre, si tu viens juger ce qui se passe chez nous, prends en considération l'ensemble du tableau. Sur TikTok, je vais être plutôt dans la réponse à des commentaires, à des questions, à des idées reçues ou à des débilités profondes que je reçois. Malheureusement, c'est les vidéos qui marchent le mieux, donc je continue à en faire. Et sur Instagram, c'est vraiment notre vie au quotidien, les sorties qu'on a fait, le look du jour, les temps d'apprentissage, le repas qu'on est en train de préparer, la vie. Alors, il y a ceux qui se permettent des commentaires sur mes formes, pour rester très 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 poli, parce que c'est souvent des trucs interdits aux moins de 18 ans que je vais recevoir. Parce que ce qui me fait le plus rigoler, c'est ceux qui disent que c'est pas mon frère, qu'en fait je suis sa mère mais que j'ai honte, ou que Enzo est un acteur et qu'il est pas handicapé. Alors ça, vraiment, s'ils pouvaient avoir raison, moi je trouverais ça génial. Et après, il y a ceux qui disent que sans Enzo, je suis rien, que je profite de lui pour la visibilité. C'est vrai que l'intégralité des créateurs de contenu ont un frère handicapé. J'avais pas fait attention.
Enzo, il n'a pas la capacité de se faire des amis. Son intellect est trop limité, c'est une notion qu'il ne peut pas comprendre. Il sait que je suis sa sœur parce que je lui ai appris bêtement à dire que je suis sa sœur. Il ne sait pas ce que ça implique. Son âge, on doit lui apprendre de force tous les ans pendant 3 mois, 20 fois par jour. Enzo, t'as quel âge ? 24 ans. Enzo, t'as quel âge ? Puis il dit 23. Non, Enzo, 24. Il comprend même pas pourquoi ça change. Donc les amis, c'est pareil. Par contre, il est intégré à l'intégralité de nos cercles. Donc moi, j'ai 32 ans, il est intégré à tous mes potes. Un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le handicap et la sexualité. Sujet bien tabou en France. Donc Enzo est un enfant à vie, mais Enzo a le corps et les hormones d'un adulte. Donc on a dû mettre en place des apprentissages pour qu'Enzo ne soit pas un danger pour les autres, n'en déplaise à certains. C'est aussi important de respecter l'environnement. Donc Enzo, s'il a envie, il n'a pas le droit de se toucher n'importe où. Il doit respecter les autres, les limites corporelles des autres. Donc depuis qu'il est tout petit, il a interdiction d'être tout nu devant quelqu'un, à part dans la salle de bain. Parce qu'il faut toujours l'aider pour le bain. C'est des choses qu'il fait depuis tout petit, donc il n'y a pas de problème. Une fois de temps en temps, il va avoir un accident, je sais pas, il va pas regarder où il met sa main, ça va toucher une poitrine. Ça c'est un accident qui peut arriver à n'importe qui. Mais c'est des choses qui sont interdites depuis toujours. On lui a appris qu'il avait le droit de se masturber, mais on lui a surtout appris où il avait le droit de le faire et de ne pas le faire. Donc il a interdiction de toucher son zizi en dehors des toilettes, de la salle de bain et de sa chambre. Et c'est des interdits qu'il faut mettre en place quand ils sont tout petits. La sexualité, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte rapidement et quand ils sont tout petits. Il ne va pas avoir d'attirance sexuelle pour quelqu'un. Il va préférer être avec Lison parce que elle lui fait des papouilles dans les cheveux. Il va préférer être avec Jade parce que notre petite sœur, parce qu'elle va lui faire des crêpes. Son regard reste toujours pur, entre guillemets, avec les autres êtres humains. Mais par contre, des fois, il va avoir des pulsions et des besoins parce que ça reste un adulte. C'est pour ça qu'on lui a appris à le faire tout seul, mais il n'aura jamais la maturité émotionnelle et intellectuelle d'avoir une sexualité à deux. Mais c'est une question que nos parents se sont posées. Et malheureusement, en France, les accompagnateurs sexuels, c'est pas légal, contrairement à la Belgique, par exemple. Dans le cas d'Enzo, c'est pas nécessaire, mais pour d'autres handicaps où la pathologie est beaucoup moins sévère, je trouve ça dommage que la France, elle se réveille pas un peu, quoi.